Bonjour à toutes et à tous, chers amis à Grande Contrôle. Vous le savez, c'est les 40 ans du TGV et c'est l'occasion de poser plein de questions à tous ceux qui aujourd'hui réfléchissent au ferroviaire en France. Vous avez tous un avis sur le train et la grande vitesse. Eh bien, ces questions, vous pouvez les poser au Charolais Club. Et on va tout de suite commencer le premier débat autour de la grande vitesse, et pas seulement en France, mais dans le monde, voir aussi qu'est-ce qu'il en est en Chine, le pays leader aujourd'hui en termes de grande vitesse, 38 000 km de lignes à grande vitesse, ça c'est pour la Chine. Les États-Unis, avec Joe Biden, un président fan du train et qui veut relancer le train, pas seulement de fret, mais aussi pour les voyageurs, ça c'est outre-Atlantique. Et puis voir aussi un petit peu où on en est en France, parce qu'évidemment, le modèle de la grande vitesse, eh ben, il fait toujours débat. Alors la conférence, elle va commencer dans quelques instants, et j'invite d'ores et déjà mes invités à monter sur scène. Bonjour Alain Krakowicz, quel magnifique sweatshirt. Vous avez, j'espère, tous reconnu Patrick sur le sweatshirt. Peut-être Alain déjà, présentez-nous qui est sur ce t-shirt. Alors d'ailleurs, il faut se souvenir que cette rame orange, qui est effectivement assez mythique, Patrick, c'était la rame numéro 1. Il y a quelques mois, ça a été une grande émotion dans l'entreprise quand elle a été mise au garage définitivement et qu'elle nous a quittés définitivement. Et elle a fait le tour de tous les technicentres, donc de tous les ateliers de maintenance de la SNCF, parce que beaucoup de gens avaient travaillé dessus. Celle-là, c'est la rame 16, qui est celle du premier record de vitesse de la SNCF. Elle est aussi mythique. Et on l'a reconstituée un peu sur le quai de la gare de Lyon. C'est d'ailleurs assez sympa de voir que... je ne sais pas si vous êtes passé gare de Lyon déjà, mais il y a beaucoup plus de monde qui fait la queue pour visiter la cabine de conduite de la rame orange que la cabine de conduite de la rame plus moderne qui est juste à côté, alors que les deux sont accessibles. Donc c'est vrai que cette nostalgie, elle est forte chez les cheminots, mais elle est aussi très très forte chez nos clients. Alors vous l'aurez compris, Alain Krakowicz travaille à la SNCF, bien sûr. Il est le directeur de voyage SNCF. C'est vous qui êtes responsable TGV, Inouï, Ouigo, Intercité. On va en parler dans quelques instants. À vos côtés, Charlotte Ruggieri, vous êtes géographe et vous êtes spécialiste notamment des États-Unis et des mobilités aux États-Unis. On va en parler. Et vous avez aussi dirigé un très bel atlas, l'Atlas des villes mondiales aux éditions Autrement. Et merci aussi à Emmanuel Véron, vous êtes spécialiste de la Chine, on va en parler dans quelques instants bien sûr de ce pays, et vous travaillez à l'INALCO. Merci d'être tous les trois avec nous, et vous l'aurez compris, l'idée c'est aujourd'hui de voir un petit peu quelle est la situation de la grande vitesse, non seulement en France mais dans le monde, voir un petit peu les batailles qui se jouent, des batailles géopolitiques, des batailles géoéconomiques, et j'aurais voulu peut-être tout d'abord évidemment commencer avec vous Alain Krakowicz par rapport à ce modèle, parce qu'on est donc 40 ans, en fait c'est 40 ans. On a entendu ici même Emmanuel Macron, il était devant la maquette du TGVM hier, et reparler d'une envie de continuer le développement de la grande vitesse. Or, ça n'allait pas forcément de soi, parce que ce modèle de la grande vitesse, il fait débat. D'un côté, on dit mais on perd de l'argent, ça nous empêche de développer d'autres lignes, des lignes à travers les territoires. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, disait mais c'est à cause du développement de la grande vitesse qu'on n'a pas fait les trains de nuit, et ainsi de suite. Donc on voit parfois la grande vitesse responsable de plein de choses. Et de l'autre côté, on sent de nouveau une envie, un essor d'aller là-dedans. Comment on se situe aujourd'hui par rapport un petit peu à ces deux tendances à la SNCF? Il y a quelque chose d'un petit peu presque schizophrénique, non? Oui, c'est vrai que en fait, on a beaucoup évolué dans le temps, et je pense qu'en fait, c'est aussi le reflet de la société. Il y a 20 ans, finalement, la collectivité globale, en général, voulait du train, avait envie de pousser la grande vitesse. Et donc, entre 1980 et 2010, on va dire, il y a eu un essor très important des lignes à grande vitesse. Et puis, on s'est aperçu que, et il faut le dire aussi de façon très claire, ça avait été au détriment de la maintenance des voies classiques. Et cette prise de conscience progressive, elle s'est faite et elle a abouti en 2017 à la décision assez claire de privilégier la maintenance sur les voies classiques par rapport au développement de la grande vitesse. Et c'était évidemment nécessaire parce que, et j'y reviendrai, le modèle de la grande vitesse à la française, c'est un modèle qui combine à la fois des lignes à grande vitesse et des lignes classiques. Et puis, on est en train d'atteindre, je dirais peut-être encore un stade nouveau de maturité, on va dire, qui est de se dire, c'est pas l'un ou l'autre.
Et face à l'urgence climatique, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin des lignes classiques et de faire de la maintenance sur les lignes classiques, mais on a aussi besoin de développer la grande vitesse. Et les déclaration ici même du président de la République hier, qui officialise le lancement de 6 nouvelles lignes à grande vitesse ou quasi grande vitesse, c'est majeur parce qu'il réconcilie les deux notions, il stoppe la schizophrénie dont vous parliez, et on se dit, il n'est pas question de laisser tomber la maintenance des lignes classiques, et il faut continuer à mettre beaucoup d'argent dessus, et c'est ce que fait l'État. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, on n'a pas besoin de se développer. Mais Alain Cracovitch, est-ce que c'est conciliable, la grande vitesse et l'écologie? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui décroître, aller moins vite? Moi, je suis absolument convaincu que, au contraire, c'est pas que c'est réconciliable ou c'est conciliable. C'est la grande vitesse est nécessaire pour l'écologie. Enfin, je parle forcément pro domo, mais je suis convaincu que le train est la solution écologique. C'est quand même assez frappant, hein, parce qu'on fête les 40 ans, de se dire que depuis 40 ans, on n'a pas trouvé d'autres moyens de transport longue distance et suffisamment rapide pour avoir un succès commercial que le train. C'est assez étonnant quand on se dit que tout s'accélère dans le monde, que les portables qu'on a dans la poche, il n'y en avait pas il y a 15 ans, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Sur la mobilité, on n'a rien trouvé de mieux comme solution écologique et efficace, parce que de fait, je ne reviens pas sur les 3 milliards de voyageurs depuis le début, la création du TGV, et c'est un succès qui est encore plus important en Chine, qui vient du Japon, qui va peut-être se développer aux États-Unis, qui s'est développé en Espagne, en Italie. Donc c'est un succès considérable et qui n'a pas été remplacé. Le seul truc dont on a entendu parler, c'est Hyperloop. Et pour l'instant, on ne voit rien encore. Hein. On est même un peu, nous, on s'intéresse au sujet. Hein. Je vais les voir d'ailleurs dans quelques semaines, mais on est encore très loin quand même. Alors l'Hyperloop, juste le dire, c'est cette invention d'Elon Musk, vous le savez, l'homme de SpaceX, de Tesla, et qui imagine ces capsules allant à plus de 1000 km/h. Et c'est notamment dans les Émirats, à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis, où il travaille là-dessus avec différentes sociétés, notamment une société avec des essais en France qui se fait là-dessus. Mais il y a peut-être avant l'Hyperloop les maglev, les trains maglev, on en parlera dans quelques instants. Mais vous l'avez dit, Alain Cracovitch, la France n'a quand même pas été pionnière de la grande vitesse. Il faut rendre au Japon et au Shinkansen. C'est eux qui ont été les premiers en termes de grande vitesse. Mais aujourd'hui, le Japon, il est dans une véritable guerre commerciale pour exporter ses TGV, non pas avec la France, mais avec la Chine. Parce qu'en quelques années, il faut bien le dire, Xi Jinping, notamment, ces dernières années, a accéléré l'offre, le réseau de grande vitesse. Emmanuel Véron, comment vous expliquez cette volonté, cet essor spectaculaire de la Chine, qui au départ va travailler avec des entreprises occidentales et maintenant développe elle-même des TGV Made in China qu'on trouve aujourd'hui en Chine. Emmanuel Véron. Oui, merci Antoine. Effectivement, Xi Jinping a peut-être accéléré le programme d'aménagement du territoire finalement par le TGV depuis les régions côtières, littorales très urbanisées, très industrialisées vers l'intérieur et le Grand Ouest chinois qui est par essence pas chinois anthropologiquement parlant. Question des Ouïghours, du séparatisme, etc. On y reviendra, parce que c'était un véritable enjeu finalement de connecter par le TGV le pouvoir central à des régions qui seraient perçues comme étant subversives. La mamie sur les cultures minoritaires. Mamie sur les cultures minoritaires qui ne sont pas tout à fait chinoises au sens anthropologique du terme, civilisationnel, culturel, etc. C'est un vrai défi au sens technique, au sens de l'aménagement du territoire, de l'éloignement, de la distance euclidienne, etc. Ce qui est important, je pense, de voir est l'historique sur les 20 dernières années, voire 25 dernières années, de cette historique du TGV, de la captation des technologies, des transferts de technologies avec les leaders internationaux, canadiens, français, en pensant à Alstom, et bien évidemment les technologies leaders japonais. Quand on regarde un petit peu l'historique de ce TGV chinois, aujourd'hui, en 2021, et quand on regarde 25 ans en arrière, on a un premier appel d'offres international qui est extrêmement sérieux, extrêmement sophistiqué, auquel les industriels vont répondre de manière tout aussi sophistiquée et sérieuse. Et puis la partie chinoise dira à la fin des années 90, qui était une véritable priorité stratégique pour le gouvernement central de l'époque, finalement pour le système, pour le parti État de l'époque. À l'époque, je rappelle que Deng Xiaoping venait juste de décéder, 97. Hong Kong est rattaché au territoire, Macao idem.
rivalité avec les États-Unis et Taïwan, etc. etc. Bon. Il y a un véritable souci d'accélérer l'urbanisation et la modernisation du pays. Le TGV sera véritablement un vecteur de ça. Et donc c'est dans le top priorité de l'État, du régime, d'accélérer et d'obtenir ces technologies de lignes à grande vitesse, de TGV, en partant des grandes métropoles, Shanghai, Pékin, etc., ou Tianjin, puisque ce sera la première ligne Pékin-Tianjin qui sera inaugurée en 2007 ou 2008, si je ne dis pas de bêtises. Je reviens sur le transfert de technologie, Bombardier, technologie japonaise, technologie française, etc., Bombardier pour le Canada. Premier appel d'offres, les Chinois vont dire, fin des années 90, non, finalement ça ne nous convient pas. On n'a pas tout à fait réponse à nos questions, on relance un deuxième appel d'offres. C'est un gros sujet puisqu'on parle depuis ces quelques derniers jours de sujets industriels, non pas sur des branches TGV militaires, non, mais plutôt applications civiles, si je puis dire. Deuxième appel d'offres, et la partie chinoise dira une deuxième fois, bon, finalement non, tout va bien. Le processus a été tellement sophistiqué, côté français, canadien, japonais, qu'il y a eu un certain nombre de technologies transférées lors de ces appels d'offres, de secrets industriels, de process, etc., ce qui font que les Chinois vont absorber ça en deux coups, en deux appels d'offres, en l'espace de quelques années finalement, et pouvoir proposer à leur tour leur propre TGV version Chine, et le développer massivement à partir de la première moitié des années 2000, c'est-à-dire ça passe dans les plans quinquennaux pour l'aménagement du territoire, pour sectorisation des secteurs industriels et d'activité économique, et lancer les premières lignes TGV, le Pékin-Tianjin 2007 ou 2008, comme je disais. Et à partir de là, ce premier TGV s'appellera Harmonie. On pourrait rajouter deux mots sous le ciel, ou presque trois mots, harmonie sous le ciel, va permettre considérablement de moderniser et de contracter l'espace-temps chinois des grandes métropoles jusqu'aux provinces du centre et de l'ouest. Pas de techno-bombardier, pas de rien du tout. Donc on a effectivement un concurrent chinois qui émerge, qui se structure, qui se solidifie et qui va complètement s'indigéniser puisqu'on va avoir un deuxième programme TGV, pour faire simple, qui celui-ci s'appellera Renaissance, et qui est effectivement concomitant de l'administration Xi Jinping, si on peut l'appeler comme ça, et qui continue de se développer sur l'ensemble des 9 millions de kilomètres carrés de la Chine. Et effectivement, aujourd'hui, la firme chinoise CRRC, c'est le leader. Le deuxième, c'est Alstom Bombardier depuis la fusion. Et ensuite, vous allez trouver des entreprises américaines, japonaises. Mais le leader aujourd'hui d'entreprises sur le ferroviaire, c'est bien CRRC. Alors, on voit cet essor de la Chine. Mais concomitamment, si on va aux États-Unis, la situation, elle est différente. Jusqu'à une certaine élection, avec Joe Biden, qui devient président des États-Unis. Joe Biden est un amoureux du train. On le surnomme même Amtrak Joe. Amtrak, c'est le nom de la compagnie américaine de train. Pourquoi ? Parce que Joe Biden avait l'habitude de se rendre toujours à Washington en train, ce qui est assez original aux États-Unis, de prendre le train pour se rendre sur son lieu de travail. Il a même lancé l'une de ses premières campagnes électorales depuis une gare. Et donc, à travers l'immense spectaculaire plan de relance très keynésien que Joe Biden met en place, il développe les infrastructures, et notamment le ferroviaire. Et il a dit, alors on va voir s'il est peut-être pas trop tard, mais que, à travers les déclarations notamment de Pete Buttigieg, qui était l'un de ses rivales dans la primaire et qui est maintenant le ministre en charge des Transports, que les États-Unis veulent reprendre le leadership en matière ferroviaire. Mais là maintenant, ça c'est les déclarations d'intention. Mais Charlotte, je me tourne vers vous parce que pendant longtemps, le trafic voyageurs aux États-Unis d'un point de vue ferroviaire, c'était quelque chose d'assez marginal. Racontez-nous un petit peu cette histoire du train aux États-Unis. Bonjour, merci beaucoup. Alors effectivement, en fait, le train aux États-Unis a une histoire compliquée puisque c'est l'outil, en fait, un petit peu comme la Chine, mais un siècle avant, de l'unification du territoire au XIXe siècle. Ça permet de penser cette unification Est-Ouest dans les années 1860, au moment de la guerre de sécession, donc au moment où la logique Nord-Sud ne va pas bien aussi dans le pays. On est dans une période intense de construction ferroviaire avec tout ce que ça entraîne pour le pays, évidemment une industrialisation, une uniformisation aussi du temps. C'est à ce moment-là qu'on fixe les fuseaux horaires pour fixer les horaires de train, le développement d'un marché national, le développement du tourisme, tout ça. Et en fait, à partir du début du XXe siècle, le train décline dans le transport de voyageurs et de voyageuses,
parce que la voiture se développe, tout d'abord, mais aussi parce qu'il y a un rôle très ambigu des compagnies ferroviaires qui sont uniquement des compagnies privées. L'État fédéral états-unien n'ayant jamais financé directement des lignes de train, en fait, des lignes de chemin de fer. Et ces compagnies, en fait, sont surtout dans une logique de concurrence entre elles, ce qui fait que le réseau n'est pas du tout rationalisé. Et que donc des petites compagnies périclitent, font faillite, des grandes compagnies s'affirment, mais en fait ne vont jamais chercher par exemple à coopérer ensemble. Et ce qui va vraiment sonner un petit peu le déclin fort du train aux États-Unis, c'est la période 1950-1980. Parce qu'à ce moment-là, l'État fédéral, dans les années 1950, va lancer un grand plan d'autoroute fédérale et va fortement soutenir le développement de la voiture et la motorisation des États-Unis. Et du coup, évidemment, encore plus, le trafic passager-passagère décline et vous avez des compagnies ferroviaires privées qui, à ce moment-là, décident qu'elles vont abandonner ce segment et se concentrer sur le fret, qui, lui, reste rentable. L'État, quand même, intervient donc, en créant Amtrak en 1970, donc cette compagnie. Il y a un petit soubresaut de recherche de grande vitesse dans les années 60, mais qui s'arrête très très vite, avec effectivement la mise en place du Metroliner, mais il n'y a pas de train à grande vitesse aux États-Unis, hein, en fait. Et dans les années 80, Reagan va même chercher en fait à détruire Amtrak. Il refuse en fait de financer Amtrak, qui n'a pas de financement permanent aux États-Unis. C'est uniquement des subventions. Donc il faut en fait que le Parlement, que ce soit le Sénat ou la Chambre des représentants, vote des budgets pour Amtrak. Ce qui est une énorme différence avec les autoroutes qui sont financées par des taxes sur l'essence. Donc un financement pérenne en fait. Et donc en fait on en est là jusque dans les années 80 et il y a effectivement, on peut parler un peu de renaissance du ferroviaire et un petit peu de la grande vitesse, qui n'avait pas de naissance jusque-là, donc à partir de 2000, avec le lancement de l'Acela Express, donc qui est un train en fait à vitesse plus élevée, hein, c'est pas un train à grande vitesse, puisqu'il a quand même une vitesse moyenne de 130 km/h. Donc on est quand même très très loin de ce qu'on peut faire ailleurs, et qui donc circule entre Boston, New York et Washington, et c'est le train le plus rapide du pays en fait. Et en 2008, là c'est vraiment le changement avec l'arrivée d'Obama au pouvoir, qui lui lance en fait un grand plan ferroviaire et veut développer la grande vitesse ferroviaire. Pourquoi ? Parce que la Chine vient de le faire en fait. Donc il y a vraiment cette idée de réponse à la Chine. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait la Chine, dans un premier temps, c'est pas une concurrence parce qu'ils savent qu'ils ne rattraperont pas leur retard. C'est plutôt en fait un bon exemple parce que jusque-là, les détracteurs du train et du train à grande vitesse aux États-Unis disaient le pays est trop grand pour qu'on ait des trains à grande vitesse. C'est un modèle qui convient au Japon, à la France, à l'Espagne. Nous, les distances sont trop longues. Or, à partir du moment où la Chine le fait, cet argument ne tient plus, en fait. Donc, on peut défendre à ce moment-là des trains à grande vitesse aux États-Unis. Et Joe Biden était alors le vice-président Voilà, Joe Biden est le vice-président de Barack Obama. Peut-être un mot, Charlotte, juste sur le TGV en Californie, parce que ça, c'est quand même une histoire, là aussi, assez chaotique. Hein. On en est où ? Oui. Pas très loin. Donc en fait, en 2008, justement, c'est une date vraiment importante pour la grande vitesse aux États-Unis, parce que c'est aussi le moment où se lance officiellement le projet de ligne à grande vitesse en Californie, qui est donc le seul vrai projet de ligne à grande vitesse, de faire circuler un train à grande vitesse sur une ligne à grande vitesse, avec donc le projet que ce train puisse avoir une vitesse commerciale moyenne, enfin 320 km/h, donc ce qui se rapprocherait d'un modèle effectivement européen ou japonais. Et en fait, ce projet, donc, on peut dire qu'il commence en 2008, mais ça fait quasiment 20 ans qu'il est en gestation. Et là, aujourd'hui, 13 ans après, la construction a commencé, donc il y a maintenant en 2015, au milieu de la Californie, pas du tout depuis San Francisco ou Los Angeles, et ils sont en train de construire le premier tronçon sur 180 km. Et on évoque l'idée d'une mise en service des premiers tests, voire d'une mise en service entre 2025 et 2028. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de rebondir sur ce qui était dit sur en fait, la question de la pertinence de la grande vitesse par rapport à la distance et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'écologie, puisque je pense qu'il y a en fait un certain nombre d'idées reçues qu'il faut casser absolument. La première, elle est un peu sous-entendue par votre question au tout départ, qui était de dire la grande vitesse, est-ce que c'est compatible avec l'écologie ?
Et le réflexe de beaucoup de gens est de se dire si ça va très vite, c'est que ça consomme beaucoup. Avec les constructions d'infrastructures aussi que ça peut nécessiter. Mais justement, il faut casser ça. Ce qu'on affiche maintenant en haut de nos motrices, qui est que le train, c'est 50 fois moins de CO2 que la voiture et 80 fois moins de CO2 que l'avion, c'est vrai. Et ça ne prend pas en compte l'infrastructure, mais si on prend en compte l'infrastructure, c'est 8 fois moins que la voiture et que l'avion. Et 8 fois moins, c'est considérable déjà, en fait. Parce qu'en fait, voilà. Et donc, je pense qu'il faut penser à ça et se dire que la vitesse, c'est la condition sine qua non pour justement, et ça a été quand même le réflexe chinois et peut-être la copie américaine, pour se dire c'est par le train qu'on va régler des sujets intérieurs de déplacement et d'homogénéisation, on va dire, de la Chine. C'est le réflexe que veut copier Biden. Et donc, en fait, sur des pays qui sont beaucoup plus grands que la France, on dépasse les notions de pertinence de la grande vitesse, même sur la longue distance. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des bougées qui vont être faits là-dessus. C'est-à-dire que les réflexes qu'on avait pendant des années, ça a été de dire, en fait, la grande vitesse, au-delà de 3 heures, donc en gros au-delà de 1000 km, 900 000 km, ce ne sera jamais rentable et ça passera jamais. Je pense que la Chine a montré que c'était faux, puisqu'il y a des distances qui vont au-delà de 1000 km, largement, qui sont parcourues. Et c'est quand même assez intéressant de se dire que la Chine a choisi le train, enfin, même si l'avion aussi se développe, mais malgré tout a choisi le train, parce qu'ils auraient pu faire du 100% avion. Enfin, ils n'avaient pas forcément beaucoup de considérations écologiques. En tout cas, ils ont choisi le train. Et c'est vrai que d'ailleurs, originellement, c'est bien le train qui a permis à l'Amérique de se développer. Et la deuxième idée reçue que je pense qu'il faut casser, c'est donc en fait cette limite de distance. Je pense que la pertinence, elle va au-delà de 1000 km. Moi, j'ai été frappé de voir cet été que les trains les plus remplis de la SNCF, c'était les Paris-Milan. C'est quand même pas évident, hein. Paris-Milan, c'est 7 heures. C'est beaucoup moins long en avion. Et c'est plus rempli, c'est-à-dire en termes de taux de remplissage par rame. En gros, ils ont tous été complets tout l'été. Voilà. C'est pour ça que Tello va se mettre sur ce créneau aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Et donc, il y a quand même un choix qui dépasse la notion pure de temps passé et qui pousse à ce que beaucoup de gens d'ailleurs disent, la loi climat qui impose de supprimer une ligne aérienne s'il y a une alternative ferroviaire de moins de 2h30, c'est pas 2h30 qu'il aurait fallu prendre, c'est 4 heures, et voire certains économistes qui disent 5 heures. 4 heures est poussé par beaucoup de gens, et 5 heures même est poussé par mal de gens. Et 5 heures, c'est 1500 km. Donc on voit bien qu'on est en fait sur des logiques différentes. Et juste pour terminer, la troisième idée reçue qu'il faut casser, c'est aussi que quand on compare effectivement l'Europe avec la Chine ou les États-Unis, on se dit ça n'a rien à voir. Là, on a deux grands pays et en Europe, on a une multitude de petits pays avec des incompatibilités. C'est vrai, c'est très compliqué de faire rouler des trains à l'international en Europe. Mais c'est en fait aussi compliqué au sein d'un même pays. Donc en fait, la complexité, elle dépasse la question de frontières. Elle est plutôt liée à des technologies qui bougent d'année en année. Je vous donne juste un exemple. On a lancé cet été, enfin ce début d'année, des Ouigo entre Madrid et Barcelone. On ne peut pas faire rouler les mêmes rames, ces mêmes rames, entre Madrid et Valence. Alors que c'est un réseau récent. Donc on voit bien que même au sein de l'Espagne, les questions de compatibilité et donc toute la complexité ferroviaire qui est réelle, elle est déjà là. Donc il y a besoin effectivement de bouger ça, mais c'est finalement pas qu'une question de frontières. Mais ce que vous dites effectivement par rapport à l'espace géographique, de penser peut-être notamment par rapport à la Chine ou les États-Unis, c'est penser à l'échelle européenne. Et on a vu d'ailleurs Bruxelles moteur à travers son plan de relance post-crise sanitaire sur cette question des transports, notamment un vaste plan de relance pour le fret, aussi à travers des infrastructures. Le Lyon-Turin, par exemple, le tunnel, il est financé en premier par l'Union européenne. C'est le cas aussi du projet Rail Baltica pour aller dans les pays baltes depuis la Pologne. Mais cette échelle européenne, elle se heurte à des problématiques, vous l'avez dit. Mais justement, j'aimerais, avec vous, Alain, revenir un instant sur l'Eurostar, Thalys, parce qu'on a vu que l'Eurostar a été clairement victime, c'est la double peine pour l'Eurostar. Il y a la crise sanitaire et il y a le Brexit. Et on a vu toute la difficulté aussi par rapport à l'actionnariat même de l'Eurostar. Et derrière ce projet quand même de fusion avec Thalys, qui serait justement un petit peu une sorte de développement européen sur la grande vitesse.
On en est où? Parce qu'on a senti que cette fusion s'était un petit peu ralentie ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce projet de mettre ensemble Thalys et Eurostar? C'est vrai que pendant plusieurs mois, en fait, on a d'abord été concentré sur le fait de sauver les deux boîtes. Et donc de négocier avec les banques pour sauver surtout Eurostar, mais aussi Thalys, et donc négocier des prêts, discuter avec les États, avec la complexité que Eurostar est une boîte anglaise qui appartient à des Français, et donc ni les Anglais ni les Français, les deux États ne veulent pas la financer. Donc voilà, ça a été compliqué, on y est arrivé. Les discussions ont bien été relancées. On est complètement d'accord entre actionnaires. Et la Grande-Bretagne n'est même plus dans l'actionnariat maintenant. Non. Maintenant, c'est la SNCF à 55%, la SNCB à 5%. Et c'est des PQ qui, en fait, oui, un fonds d'infrastructure en fait, canadien. Donc, on s'est mis d'accord et on pense qu'on devrait, si l'Europe est d'accord, parce qu'il faut aussi avoir l'accord de l'Europe, pouvoir vraiment lancer cette fusion fin du premier trimestre 2022. Donc on est quand même, on a bien avancé. Et c'est vraiment intéressant là aussi de se dire que pourquoi on fait ça? On le fait pour des synergies qui sont très claires. Le fait de, on pourrait parler presque de triple peine pour Eurostar. Vous disiez double peine avec le Brexit et le Covid, mais il y a aussi le tunnel. Et le tunnel, en fait, c'est pas une peine en soi, mais ça fait que Eurostar, c'est du Paris-Londres. Alors, il y a aussi un peu de Londres-Bruxelles, mais globalement, c'est deux routes qui ne permettent pas d'optimiser notre matériel roulant. Et en fait, en ferroviaire, il y a un seul indicateur qui vaut. C'est très simple, le ferroviaire, en fait. Le seul indicateur de performance, c'est le nombre de kilomètres qu'on arrive à faire rouler à nos rames. Puisqu'en fait, ce qui coûte cher, c'est les rames. Et donc, c'est la façon dont on arrive à les faire rouler. Et quand vous avez que du Paris-Londres, bah, c'est compliqué de les optimiser. Et donc, si on arrive en fait à raisonner non plus sur Paris-Londres, mais sur un losange, Paris, Francfort, Amsterdam, Londres et Bruxelles au milieu, eh ben, on va arriver à optimiser beaucoup, beaucoup mieux notre capitale. Alors, pour la petite anecdote, quand Eurostar s'est lancé, ils avaient même imaginé des rames de train de nuit pour passer sous le tunnel sous la Manche. Ça n'a rien donné. Elles circulent aujourd'hui au Canada. Mais peut-être qu'à l'avenir, voilà, c'était évidemment, puisqu'on les impératifs n'étaient pas les mêmes à l'époque. Je me retourne vers vous, Emmanuel, parce que, évidemment, en exposant tout ce que vous avez dit sur cet essor spectaculaire à la grande vitesse en Chine, il est clair, avec notamment cet objectif même de dominer des cultures dites minoritaires, les Ouïghours ou les Tibétains. Il y a cette ligne incroyable qui va de Pékin à Lhasa et qui maintenant irait même plus loin vers le Népal et ainsi de suite. Et il y a aussi, j'ai l'impression, cet axe très fort où le ferroviaire est central, pas forcément à grande vitesse, bien que, c'est les nouvelles routes de la soie. Où en fait, là aussi, la Chine utilise le train, mais cette fois-ci un peu comme un cheval de Troie géoéconomique. Pour revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce projet, comme on veut finalement des routes de la soie, qui est initié par Xi Jinping, donc qui revient exactement à ce qu'on évoquait au tout début de cette table ronde, donc 2012-2013 en fait, donc ça fait presque maintenant une décennie. C'est la confirmation et l'accélération d'un programme donc d'aménagement du territoire par le TGV, de ce qui était appelé au milieu des années 2000, 2005, 2006 par là, avant les premières constructions, inaugurations des premières lignes TGV, des 4 lignes horizontales coupant le pays et 4 lignes verticales. C'est une façon d'aménager le territoire chinois qui est finalement assez classique, de tracer des grands axes et puis on regarde ce qui se passe en coupant les provinces nord au sud, est en ouest. 4 lignes verticales qui partaient des grandes provinces littorales, des grandes métropoles industrielles, etc. Et horizontales pour raccorder les provinces entre guillemets moins développées, plus enclavées, etc. Xi Jinping va doubler les chiffres. On aura 8 lignes horizontales, 8 lignes verticales. On n'est pas là pour faire des additions, mais simplement pour dire qu'en parallèle de cela, au niveau interne, il va y avoir le doublement d'une programmation dans la politique étrangère qui prendra le nom des routes de la soie. Le programme dédié des routes de la soie, alors au début, en 2013, était le nom One Belt, One Road. C'était des trucs comme ça. Puis après, ça a changé de nom, bon, peu importe. Mais on parle toujours de la même idée, de la même programmation, de l'investissement massif dans des infrastructures de transport pour de la mobilité et raccorder la Chine à l'Eurasie jusqu'à l'Europe, etc., en passant par l'Asie centrale. Quand on regarde précisément dans les faits et qu'on sort des frontières chinoises, il n'y a pas franchement de succès particulier par rapport à ces investissements-là. Pour différentes raisons, je vais y revenir après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une véritable corrélation entre la politique intérieure d'aménagement du territoire
et ce projet qui est perçu comme étant de l'extérieur un projet de politique étrangère, ce qui n'est pas totalement faux, mais qui est d'abord et avant tout une initiative de maîtrise du territoire, de politique intérieure, et après de projection au-delà des frontières vers l'Asie du Sud-Est, vers l'Asie centrale et vers l'ouest de la Chine. Voilà. Mais également vers le sud, avec là par contre des projets ferroviaires qui sont quasi opérationnels ou qui sont relativement avancés en Asie du Sud-Est pour connecter la partie péninsule indo-chinoise avec plusieurs projets de corridors à travers le Laos, à travers la Birmanie, à travers la Thaïlande, etc., pour déboucher sur la région, Bangkok, Singapour, etc. Voilà. Mais vous ne croyez pas que même malgré tout la route de la soie en grand, donc le Chine-Europe en fret, a quand même un avenir. Enfin, moi, je suis frappé de voir que les chargeurs, donc les entreprises qui envoient leurs marchandises, ils trouvent un vrai intérêt parce que le maritime, c'est très long. Très très long, alors sans parler que parfois ça bloque, mais c'est très long, et l'aérien c'est très cher. Et en fait le ferroviaire, même très 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 longue distance, Chine-Europe, pour la marchandise a une certaine pertinence. Absolument, d'ailleurs il y a beaucoup d'opérateurs, SNCF entre autres, qui ont comment dirais-je, poussé pour ça à juste titre. La question est celle de la difficulté du transit. Je rentre dans des considérations un peu particulières, un peu douanières, un peu opérationnel, un peu transport marchandises, et qu'est-ce qui circule dans les trains. Une marchandise part de la région de Wenzhou, au sud de Shanghai. On ne sait pas trop ce qui monte dans le train. Traverse toute la Chine vers l'ouest, en direction de pays ouïghours, etc., en direction en gros du Kazakhstan. Qui est capable de dire ce qui se passe entre Wenzhou, entre Xi'an et Urumqi ? Difficile de dire, hein, traçabilité, etc. Donc ça, c'est un sujet, traçabilité. On sort de la frontière, on sort du territoire chinois, on n'a pas tout à fait la même architecture de rail, etc. Donc on est obligé de changer. Ça pose une difficulté, plus traverser d'autres zones, plus l'incertitude sécuritaire, géopolitique, etc., pour arriver quelque part dans la Caspienne, jusqu'en Russie et après en Europe. Il y a probablement un avantage en matière de transport, c'est certain. Par rapport au volume sur un bateau, c'est peut-être moindre, mais pour des questions environnementales, très, très probablement. La question est de celle des volumes, la question probablement est de celle de la sécurisation du transport personnes et marchandises. Et après, où est-ce que ça arrive en Europe ? Donc là, gros sujet européen, finalement, d'arrimer telle ou telle métropole européenne, tel ou tel marché européen à ces supposées routes de la soie. Donc il y a plusieurs réponses à ça, hein. C'est les terminus allemands, belges éventuellement, et pourquoi pas Dourges, notamment avec, je pense à la plateforme logistique Decathlon par exemple. Voilà, c'est un exemple. Et c'est vrai que pour l'instant, les trains arrivent très remplis, ils repartent pas avec évidemment le même volume. Malheureusement, on est très polémique pour les 40 ans du TGV. Attention, hein, mesdames et messieurs, les trains repartent vides, quasi vides. Oui, mais avec un peu de cognac. Pas en TGV. Pas TGV, voilà. Ça, c'est important de le rappeler. Ouais. On voit en tout cas ces distances qui deviennent de plus en plus importantes. Là, on parle à l'échelle évidemment mondiale et ces nouvelles routes de la soie vont même jusqu'en Amérique du Sud. Hein. La Chine est en train de financer un corridor ferroviaire allant du Pérou au Brésil avec l'amitié d'Evo Morales, ancien président de la Bolivie, avec le régime chinois. Donc vous voyez, c'est une des routes de la soie qui évidemment se retrouvent à travers le monde. Donc les distances qui s'élargissent. Et Charlotte, j'ai envie de venir sur l'échelle des États-Unis, parce qu'on a parlé, vous êtes revenu sur ces projets plus ou moins concrétisés de TGV ou de lignes à grande vitesse sur la côte est, côte ouest, et la transcontinentale qui fait tant rêver, ces lignes mythiques d'aller d'une côte à l'autre en train. Joe Biden en a parlé en rêvant relancer ça, en disant même on pourra même y aller et ça marchera mieux et plus rapidement que l'avion. C'est un peu de l'ordre du mythe, cette transcontinentale américaine, Charlotte Rouget. Non, c'est pas du mythe, on peut le faire aujourd'hui. Hein. On peut prendre un train qui part de New York et qui arrivera à San Francisco. C'est tout à fait possible, on passe par Chicago en fait. Ça prend une semaine en fait. Bon, moi, c'est un de mes rêves de le faire, je ne l'ai jamais fait. Ça coûte assez cher en fait. Et c'est probablement l'un des obstacles qui fait que, effectivement, pour faire New York-San Francisco en avion, c'est 6 heures à peu près. Mais vous avez des billets qui peuvent vous revenir à 150 $ l'aller-retour. Le train, vous êtes plutôt sur du 300 $ en fait, pour l'aller. Donc c'est faisable. Et effectivement, ça peut rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur le plan Biden. C'est qu'en fait,
quand il a décidé ce plan infrastructure, au début, on ne savait pas exactement ce qu'il y allait y avoir dedans, vers quelles infrastructures ça irait, pour faire quoi. Et donc il y a une partie du volet qui va donc au transport ferroviaire interurbain et une partie au transport ferroviaire urbain. En fait, il y a 2 volets différents. Et en fait, la grande vitesse n'est pas dans ce plan. Parce que Amtrak, qui va recevoir l'essentiel des fonds du plan Biden, a fait un constat assez simple en disant, ce que moi je trouve très honnête, on est trop en retard. Et donc si on décide de rattraper notre retard, on va en gros manger toutes les subventions qu'on nous donne. C'est assez simple. Par exemple, pour le transport ferroviaire interurbain, on leur a accordé 66 milliards de dollars. Si ils veulent mettre à niveau la ligne de la Cela Express, donc entre Boston, New York et Washington, ça coûterait 50 milliards. Donc le choix a été fait de se concentrer sur le reste du transport ferroviaire de voyageurs et de voyageuses, sur les lignes classiques, en fait, pour les améliorer, parce que ces lignes sont en mauvais état, que les trains sont très lents. Voilà. Donc, parce que bon, quand on vous dit vous mettez 6 jours à traverser le pays, dans les faits, c'est probablement 7 jours. Hein. Il y aura des retards, quoi, voire 8. Donc, du coup, c'est le choix qui a été fait d'investir sur les lignes existantes. Et c'est pas spécialement les transcontinentales. En fait, plutôt le choix a été fait de se concentrer sur les États où le réseau ferroviaire est très peu dense, en fait, pour remettre en fait en service des anciennes lignes de voyageurs, de voyageuses qui sont devenues quasiment uniquement des lignes de fret. Donc, ce qui va aussi ouvrir peut-être une nouvelle guerre avec le fret, mais ça, bon, c'est depuis un siècle. Mais vous ne pensez pas qu'il y a à l'image de réactions qu'on voit quand même poindre en Europe, qui sont de dire est-ce que c'est normal de faire un Paris-Prague en avion à 19 €? Est-ce que ça pose pas problème en soi? C'est-à-dire un coût aussi faible et des prix de billets aussi faibles qui montrent qu'il n'y a pas de taxe sur le kérosène et qui montrent une inéquité. À partir de 2023, il va y avoir une taxation sur le kérosène. Et de la même manière, on pourrait se dire peut-être qu'un jour, qu'un New York-San Francisco soit beaucoup moins cher qu'une alternative potentielle en ferroviaire, même si là c'est le cas extrême, parce qu'effectivement 6 jours contre 6 heures c'est compliqué, mais moi je me dis que, encore une fois, il y a un certain nombre de tabous sur la pertinence de la distance ferroviaire qui vont tomber, ne serait-ce que parce que, et même si c'est lent, la prise en compte de la composante sociétale et écologique va faire que la pertinence aérienne va forcément baisser. Mais cette question, effectivement, du prix et du modèle économique, ça reste évidemment très fort. En fait, moi, ça fait quand même un moment que je travaille sur le train, et c'est juste que, bon, ça peut paraître bizarre de dire ça aujourd'hui et ici, mais peut-être d'arrêter de placer la vitesse comme le seul principe valable, en fait. Peut-être de placer le voyage au centre de la chose, parce que traverser les États-Unis en train en mettant 6 jours, ça peut être magnifique aussi. Voilà, moi je sais que ce que j'aime dans le fait de voyager en train, c'est de pouvoir regarder les paysages, c'est de pouvoir prendre mon temps, ce qu'on fait beaucoup moins en avion, on voit beaucoup moins de choses. Mais en attendant, il y a quand même une grosse différence si on compare avec la Chine, si on compare avec l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, il va y avoir toute une forme un peu d'éducation ou de rééducation au train, parce que les gens n'ont plus l'habitude de prendre le train, n'ont plus ce réflexe du tout de prendre le train, en fait. Et donc, faire une transition vers la grande vitesse, ou même faire un retour au train, ça va passer par réinstiller ces pratiques. C'est 4% du transport de personnes aux États-Unis, le train. C'est de la pédagogie, en fait. C'est même pire que ça, c'est réhabituer les Américains au transport collectif, parce qu'aujourd'hui, le transport collectif, même le bus, c'est pas noble du tout. Enfin, il faut dire les choses. C'est les pauvres qui prennent le transport collectif. De 10%. À part le school bus, mais sinon, il n'y a pas un bourgeois américain qui a pris un transport collectif depuis son enfance. Et donc, il y a un vrai sujet, effectivement, de les réhabituer au transport collectif. Mais ça dépend où, parce que avoir une voiture aux États-Unis coûte pas si cher que ça, en fait. Et le train peut coûter assez cher, notamment le train. Prendre le train quand c'est aussi pour ça que personne le prend, mais même dans un contexte urbain, par exemple, prendre le train dans la baie de San Francisco ou à Los Angeles, ça coûte assez cher, en fait. Et avoir une voiture où l'essence n'est pas chère, ou ceci, ça coûte pas cher, en fait.
Mais par contre, ceux qui ont vraiment envie d'aller vers la grande vitesse, c'est du côté asiatique, justement, avec cette nouvelle bataille sur le maglev. Alors le maglev, son origine, elle est presque un peu française. Parce qu'il y a très longtemps, avant que le TGV arrive, certains défendaient l'aérotrain. Alors si vous vous baladez entre Paris et Orléans, en prenant la ligne classique, vous verrez ces ruines, c'est une forme de poésie de la ruine aujourd'hui en béton, où un ingénieur un peu fou avait tenté de lancer ces rames qui circulent en hauteur sur des pylônes et qui permettent comme ça qui devaient permettre de traverser les étendues à une vitesse importante. L'aérotrain est tombé un peu aux oubliettes en France parce que le TGV est venu le remplacer. C'est dû aussi au crash pétrolier, à plein d'histoires également politiques. Il y a des beaux bouquins qui racontent toutes ces histoires-là. Mais cette technologie, d'une certaine façon, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée, notamment, c'est les Japonais, les premiers qui l'ont développée. Si vous allez à Shanghai, entre l'aéroport et le centre-ville, vous pouvez prendre un train à sustentation magnétique, c'est son nom un peu technique. Et surtout, aujourd'hui, ces maglev, qui peuvent aller jusqu'à 600 km/h, sont le fruit d'une bataille entre la Chine et le Japon. Le Japon, d'une certaine façon, la technologie, ils sont un peu en avance là-dessus, mais les Chinois ont d'autres moyens, et c'est l'idée évidemment qu'à 600 km/h, il n'y ait plus de concurrence possible avec l'avion. Alors, je voulais justement un petit peu avec vous, Emmanuel, revenir là-dessus et peut-être aussi expliquer que cette concurrence Chine-Japon, c'est aussi évidemment le cas d'une rivalité géopolitique très forte entre les deux pays. C'est une rivalité stratégique, géopolitique, technico-commerciale importante en Asie du Nord-Est. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le Japon a été le premier finalement à être le pourvoyeur en termes de modernisation de ses modalités de transport. La Chine va en bénéficier avec un tronçon qui est finalement assez court, expérimental et plus vitrine qu'autre chose dans les faits, avec le maglev, donc à l'aéroport international de Shanghai à Pudong. Et c'est un transfert de techno pas tant japonais qu'allemand, si je ne dis pas de bêtises, me semble-t-il. Et l'inauguration est en 2004 ou 5 ou 6, je ne sais plus. Regardons sur Google, vous me direz. Voilà. Mais donc cet engin qui est fort passionnant, intéressant et un poil excitant, vous amène à 432 km/h sur 7 minutes à peu près de trajet entre l'aéroport international et une partie péricentrale, non pas le centre-ville de Shanghai, parce que ça a occasionné beaucoup de complexité dans la construction, en termes d'ingénierie, de nuisances, de vibrations, etc. etc. Donc c'est un vrai sujet en soi, en matière à la fois urbanistique, à la fois infrastructure, construction, béton, et puis la technologie elle-même de sustentation. Et de sécurité, puisqu'il y a quand même eu un accident en Allemagne aussi. Et donc de sécurité avec la rame qui peut flamber. Et c'est d'ailleurs arrivé une ou deux fois, j'étais pas très loin d'ailleurs, à Shanghai, au moment du lancement, après inauguration du sujet. Mais la compétition demeure. Un mot sur la question de la vitesse, et ça va aussi dans le sens de l'hyperloop et de 1000 km/h ou plus de 1000 km/h pour des engins de ce type. Il faut bien voir que l'essor du TGV en Chine, dans cette logique de concurrence avec le Japon, et sa capacité export maintenant en fait, technologie chinoise, de système Harmonie ou système Renaissance qu'on évoquait au début, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Europe centrale, balkanique, etc. Bon, voire demain peut-être en UE stricto sensu, ou africain, dans les contextes africains. Oui, parce que la Chine a eu en Thaïlande, en Indonésie, mais le Japon à l'Inde. Ouais. Le Japon a obtenu l'Inde. Le Japon a obtenu l'Inde, oui. Et puis il y a des projets plus ou moins avortés en Asie du Sud-Est insulaire. Il y a des questions en Malaisie. C'est des raisons géopolitiques aussi, parce que quand l'Inde choisit la technologie japonaise, ou c'est misé sur la géopolitique technologie... articulée à des questions financières aussi. Il ne faut pas oublier que tout ça est un petit montage assez fin et compliqué. Et les finances chinoises, on le sait depuis le début de la semaine avec questions d'immobilier, vous avez vu que c'est compliqué. Voilà. Donc mais ça pose des questions pour l'avenir dans la mobilisation du cash, de l'argent, etc. Je reviens sur l'expansion du TGV chinois et cet épanouissement finalement de ces actuellement fin 2020 de 38 000, ce qu'on disait tout à l'heure Antoine, 38 000 km de TGV réseau chinois, projeté à 70 000 pour 2035. Donc vous voyez qu'on est sur une phase encore en expansion, encore en épanouissement. Pourquoi cet épanouissement ? Parce que quand vous regardez l'aérien civil chinois, le ciel est complètement saturé depuis le début des années 2000. Quand je dis complètement, c'est extrêmement compliqué. Tous les avions volent en permanence et vous avez des retards un peu dans toutes les grandes métropoles. Ce qui va favoriser assez rapidement les initiatives TGV, mais aussi une incitation de l'État en direction de la population chinoise à prôner le TGV, etc. Et quand vous regardez
Un Shanghai-Pékin, à peu près 1200 km, 4h30, 5 heures de trajet en TGV, contre 2h30 en avion. Mais si vous êtes sur le tarmac, parce qu'il y a mauvais temps ou orage ou je ne sais quoi, qu'en fait l'espace aérien pékinois est complètement saturé, compliqué, qu'il y a un orage, vous avez le temps de faire l'aller-retour finalement. Pékin, Shanghai, Pékin, voilà. Donc, mais véritablement... Et puis avec une capacité dans le train qui n'a rien à voir avec la capacité aérienne. Absolument, absolument. Et effectivement, une certaine fluidité dans le rail, efficacité logistique sur sol, dans le ciel, c'est un peu plus compliqué pour le rail. Et ce qui fait qu'on a un taux de remplissage, juste d'un mot, excusez-moi, un taux de remplissage au début du lancement de ce gigantesque tissu TGV chinois, les années 2008, 9, 10, où le taux de remplissage est assez faible. C'est-à-dire qu'on peut avoir un billet de TGV pour l'autre bout de la Chine dans la minute. Le train est quasi vide. Donc on se posait la question de rentabilité, etc. Bon, ce qui est toujours un gros sujet. 2-3 ans après, incitation à la population de reprendre le TGV, plus saturation, poursuite de la saturation extrême du ciel. Tous les TGV sont maintenant pleins, saturés, 100%, taux de remplissage 100%, pour des lignes entre guillemets classiques entre Pékin et Shanghai, ou alors vous doublez le nombre d'heures de trajet pour faire le Pékin-Canton, c'est-à-dire vous faites presque 2500 km, quoi. Et je pense que c'est vraiment une dimension qui est majeure, et là aussi c'est peut-être une idée reçue qu'il faut qu'on arrive à casser, et je pense qu'elle est vraie aussi évidemment aux États-Unis. C'est quand même qu'avec le Covid, pendant 1 an et demi, on a un peu oublié les questions de congestion. Mais fondamentalement, quand des projets comme ceux-là ont été développés en Chine, et la saturation des autoroutes aux États-Unis, alors c'est vrai plus sur la courte distance en fait, mais quand même, font que l'argument qui est souvent avancé de dire ok, le train a peut-être une zone de pertinence en ce moment de quelques années, le temps qu'on trouve des moyens de transport qui soient aussi éco-friendly avec l'avion électrique s'il arrive un jour, et en tout cas la voiture électrique, et ça on sait qu'elle arrivera, et qu'elle va arriver très vite et qu'elle est déjà là. N'empêche que ça ne résoudra pas les questions de saturation. Et c'est quand même vraiment intéressant de regarder objectivement à quel point le train est un alliage vraiment efficace de vitesse, d'écologie et aussi de capacité. Parce que cette espèce de combinaison de contact rail-route qu'on peut voir là-bas dans l'expo fait que le mouvement est très très facile à engager et demande peu d'énergie. Et la notion du tube qui contient quand même maintenant jusqu'à 1200, et on va avec le TGVM même passer à 1400 personnes dans un train, c'est quand même énorme. C'est la seule façon de résoudre les questions de congestion. Alors c'est intéressant parce que vous parlez du nombre de passagers dans les rames, et on le voit qu'effectivement pour la SNCF, il faut mettre le maximum de passagers dans les rames. On les a vus, les rames à 2 étages, c'est une spécificité en France, et ça tient au modèle économique même, Alain Krakowicz, des TGV avec ce système de péage. Est-ce que finalement, quand on voit ces systèmes chinois ou autres dans d'autres pays qui s'exportent à fond, est-ce que finalement les limites du ferroviaire à la française, c'est pas ce modèle économique de péage? Et évidemment, vous allez me dire, il faut demander à SNCF Réseau de venir répondre aux questions, mais peut-être expliquer même à ceux qui nous écoutent cet après-midi cette particularité qui fait que pour vous, il faut mettre le maximum de gens plus que le maximum de rames. Alors, on est les premiers à beaucoup se plaindre du montant des péages, hein, donc je vais dans votre sens, mais néanmoins il faut relativiser. On fait l'expérience d'aller en Espagne, et les péages sont très très chers en Espagne. En fait, l'exception elle est plutôt italienne, mais c'est plutôt une exception dans l'autre sens, où là les péages effectivement sont très bas, et où effectivement les marges pour les différentes entreprises ferroviaires italiennes sont de ce fait très 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 basses, et autorise très élevées, et autorise effectivement des modèles où ils privilégient la fréquence, parce que les péages sont très bas, par rapport à forcément des trains très capacitaires. Moi, je suis toujours un peu gêné quand on me dit finalement le modèle économique de TGV choisi en France, et donc le fait d'avoir des rames très très capacitaires, est lié à la structure des péages. Parce que la structure des péages, elle peut évoluer, et ce serait un peu emmerdant de se dire qu'on a fait des choix d'investissement pour 40 ans avec des rames ultra capacitaires qui seraient dépendantes juste d'une décision sur les péages. Moi, je pense que, encore une fois, même avec des péages qui seraient plus bas, on aurait peut-être tendance à moins circuler ce qu'on appelle en unité multiple et plus en unité simple pour gagner en fréquence. Mais fondamentalement, le développement de rames capacitaires
et qu'on s'en gagne avec le train. Je pense que le train n'a de sens que si on arrive à mettre énormément de personnes dedans, parce que c'est là où se joue son efficacité. Donc moi, je le décorrèle relativement de la question des péages. Encore une fois, on serait très content d'avoir des péages plus bas, mais voilà, les contraintes économiques de réseau sont là et elles sont réelles pour pouvoir arriver à développer le système. C'est aussi ce qui va nous permettre de développer à un moment donné, quand on regarde l'économie globale du ferroviaire, des lignes nouvelles supplémentaires. C'est quand même fascinant de se dire qu'en France, on a quand même des projets de développement qui continuent, parce qu'on pourrait se dire le réseau et on s'arrête là. Et ben non, on décide de continuer. Donc voilà, moi je suis convaincu qu'on fait le bon choix, parce qu'encore une fois, la question va être quel est demain, et dans 20 ans, dans 30 ans, le moyen de transport écologique efficace qui permet de lutter contre la congestion, qui encore une fois, on a un peu mis de côté ces derniers mois, mais ça va être le sujet numéro 1 des prochaines années. Et vous avez raison de le rappeler, Emmanuel Macron ici même l'a encore rappelé, confirmé la réalisation de prochaines LGV, prochaines lignes à grande vitesse, notamment entre Bordeaux et Toulouse, et d'autres projets. Est-ce que, aussi une autre question, Alain Cracovitch, mais qui est liée, parce que vous l'avez évoqué, notamment avec l'Italie, et l'ouverture à la concurrence, parce qu'on a beaucoup parlé d'ouverture à la concurrence, d'abord sur le fret, évidemment ensuite sur les trains régionaux, et puis là, on va voir des TGV Tello. Alors Tello, ils ont raté les trains de nuit, parce qu'ils ont arrêté les trains de nuit entre Paris et l'Italie pour tous les romantiques et tous les gens qui se disent que la planète a un sens, peut-être plus que de passer 2 heures dans EasyJet et prenez les trains de nuit entre la France et l'Italie. Et ben aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. D'aller de Paris à Rome ou Paris à Venise aujourd'hui, c'est un enfer. Il faut voir des connexions, notamment peut-être plus sur le site de la Deutsche Bahn que la SNCF, parce qu'ils mettent plus de correspondances possibles, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, pour les trains de nuit, c'est fini entre la France et l'Italie. Mais par contre, Tello va lancer des lignes à grande vitesse. Le Paris-Milan, vous avez dit, très rempli. Comment vous voyez pour vous cette ouverture à la concurrence pour la grande vitesse ferroviaire ? Alors, très rempli, un peu moins rempli, parce qu'ils ont quand même un modèle qui est un peu différent. C'est-à-dire que les Italiens ont un modèle très premium avec 4 classes de service. Ils sont très bons en service, mais ils jouent moins effectivement sur la question du remplissage et non pas de low cost, comme nous on l'a développé avec Ouigo. Donc effectivement, ils vont arriver en France probablement en décembre, avec sans doute 3 allers-retours sur Paris-Lyon et 2 allers-retours supplémentaires Paris-Lyon-Milan. Pour nous, c'est un vrai challenge. Il ne faut pas se cacher. Ils sont encore une fois très pertinents et encore une fois, ils ont beaucoup d'argent parce que les marges qu'ils ont en Italie, compte tenu de la faiblesse des péages, sont très fortes. 30%, c'est considérable. Et donc, ils ont les moyens de venir en France. Donc, on a réagi, évidemment. On a développé un projet qui s'appelle Riposte, qui a consisté d'abord à se dire assez logiquement, le réflexe quand les concurrents arrivent, c'est d'occuper le marché. Et donc, on a mis en place Ouigo entre Paris et Lyon parce que c'est la manière de pouvoir offrir systématiquement des petits prix aux voyageurs et donc de pouvoir couvrir toute la gamme de prix et de services que les voyageurs attendent. On va aussi mettre sur Paris-Lyon les plus belles rames de la SNCF, ça paraît une évidence. Et puis on va développer ce sur quoi Tello est fort, c'est-à-dire le premium et une business première qui pourra séduire les hommes d'affaires qui continueront à se dire c'est quand même important d'avoir la fréquence. Et sur Paris-Lyon, on a évidemment une fréquence très très élevée. En tout cas, ça rebat quand même les cartes et c'est aussi fort aussi de vos expériences à l'étranger parce qu'évidemment l'ouverture à la concurrence, on parle sur le sol français, mais c'est aussi évidemment par rapport aux autres terrains. Vous parlez de l'expérience espagnole par exemple. Oui, on a développé depuis mai dernier un Ouigo entre Madrid et Barcelone et là aussi c'est fascinant parce que au-delà de la question de la concurrence, moi ce que je vois c'est que c'est un signe d'augmentation du gâteau ferroviaire qui est sidérant. Notre Ouigo entre Madrid et Barcelone est plein à 99% depuis le 1er mai. On ne s'attendait pas à ça. Le fait d'avoir proposé des prix très bas à partir de 9 € alors que le panier moyen de la Renfe était à 79 € a fait qu'on n'a pas pris de clients à la Renfe. Pas tellement. On a de fait proposé à des gens qui ne prenaient pas le train une offre qui les a séduits. Et ça montre bien qu'on a des capacités de développement qui sont absolument considérables si on est capable de changer un peu nos modèles. Alors je voulais vous interroger tous les trois sur une proposition, une préconisation. C'est les économistes de l'OCDE qui, par rapport au plan de relance européen, proposent de créer un réseau à grande vitesse à travers toute l'Europe, relier toutes les capitales européennes
par la grande vitesse ferroviaire. Alors c'est un projet évidemment colossal, spectaculaire, mais en disant le seul moyen pour aujourd'hui faire vraiment enclencher une nouvelle étape dans le ferroviaire en Europe et pour répondre aux objectifs de neutralité carbone de l'Europe, c'est de développer ça. Alors moi je voulais voir un petit peu vos avis parce que c'est évidemment qu'une préconisation. Est-ce qu'il faut s'enthousiasmer de ce projet-là? Est-ce que ça ne peut pas marcher? Est-ce qu'il faut ne pas penser que grande vitesse? Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Est-ce que vous auriez envie demain d'aller de Paris à Sofia, par exemple, en train? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la question de la régulation ou dérégulation des prix par rapport aux taxes, etc., carbone sur le prix des avions, sur des distances européennes, à l'échelle européenne. On serait dans une géographie qui ressemblerait à celle des États-Unis ou celle de la Chine avec ce type de programme. La question est européenne, éminemment européenne. De trouver un accord, trouver des consensus sur le sujet. On sait combien c'est difficile, mais il va falloir le faire. On n'a pas le choix. On se doit de trouver des consensus à l'échelle européenne. Et le TGV est là aussi un vecteur, ce qu'on disait au début de cette table ronde. Donc vous serez prêt à aller de Paris à Sofia en train? Absolument. Pour vous, Alain? Moi, d'abord, tout projet qui vise à développer le gâteau ferroviaire, nous, on le prend avec grand plaisir. Je pense que juste, il faut faire attention. Il y a quand même deux modèles différents. Et le risque qu'on a, c'est toujours de mélanger un tout petit peu les deux. Il y a quand même un modèle ferroviaire qui fonctionne en open access. C'est-à-dire qu'il s'autosuffit financièrement et aujourd'hui, la grande vitesse, elle est dans cette logique-là. Et ça fonctionne. Et on a parlé de Green Speed tout à l'heure, la fusion d'Eurostar et Thalys. On est capable, à l'échelle européenne, d'avoir une grande vitesse qui vit économiquement seule. Et puis, il y a le modèle conventionné, qui est très important aussi, qui est celui du TER, qui est celui du transport courte distance et qui est aussi un modèle qui s'applique à la longue distance dans un certain nombre de cas, évidemment pour Intercité, mais aussi par exemple pour les trains de nuit. Moi je pense, un peu comme c'était dit tout à l'heure, qu'il faut réhabiliter la notion de voyage. Il n'y a pas que la question de vitesse. Nous, on a envie de lancer des projets de petite vitesse, pas que de la grande vitesse. Là, on est aujourd'hui sur le TGV, mais on lance aussi dans quelques mois des projets de trains à vitesse lente, très très peu cher et à très bas coût. Et je pense que le train de nuit s'applique totalement à ce que veut faire l'Europe avec ce projet TE 2.0 qui est effectivement passionnant. Mais je pense que si on a besoin d'être aidé, pour le dire de façon très simple, par les États, et c'est la volonté de l'Europe dans ce sens, on a besoin d'être aidé sur les trains de nuit. Parce qu'en fait, il n'y a pas un train de nuit qui a son modèle économique. Il n'y a pas un train de nuit rentable. Ça n'existe pas un train de nuit rentable. C'est assez simple. Hein. Un TGV, on peut vendre 4 billets, 4 fois une place d'un TGV. 2 allers-retours et demi. Alors les Autrichiens de ÖBB disent qu'ils sont rentables, que leur activité de train de nuit est rentable. J'y suis allé il y a quelques semaines et j'ai rencontré mon homologue autrichien. Ils ont effectivement 29 trains de nuit, mais ils sont subventionnés par l'État. Les trains de nuit autrichiens. Ah bah oui, mais okay, bien sûr. On part de l'hypothèse qu'on ne fait rouler que des trains rentables. Il faut dire que l'Autriche a été leader dans le renouveau des trains de nuit Exactement. En France. C'est-à-dire au moment où tout le monde l'a arrêté, eux les ont lancés. Ils ont été malins quand même. C'est formidable, mais encore une fois, c'est parce que l'État a choisi de les développer. Donc nous, on est dans la même situation aujourd'hui, sauf qu'on a beaucoup de retard. L'État a choisi de développer les trains de nuit, c'est très bien. Et si TE 2.0, donc le projet européen dont vous parlez, a les moyens de convaincre l'ensemble des États et les entreprises ferroviaires de développer le train de nuit, c'est très bien. Il faut mettre de l'argent sur le train de nuit parce qu'encore une fois, je pense que c'est un modèle qui séduira, mais qui a quand même un sujet d'équilibre économique. Et si on veut le pousser parce que ça a un vrai sens, il faut être aidé. Et c'est là où, je pense, une assistance européenne a un vrai sens. Et je vous invite à voir, parce qu'il y a notamment 2 géographes à cette table et sans doute des amoureux des cartes dans la salle. Ce que propose, vous savez, c'est les élections allemandes, les élections fédérales allemandes dans quelques jours. Et les Verts, Grünen, le parti qui est évidemment très important outre-Rhin, a mis en place une carte pour imaginer les trains de nuit en Europe en 2030. Et évidemment, ça fait un petit peu rêver. Ça vous fait rêver, Charlotte, justement, les trains de nuit, ces projets de liaison à travers l'Europe? Oui, enfin, moi, ça me fait plutôt penser à ce que vous disiez juste avant sur le cas du Ouigo que vous avez ouvert en Espagne. Je crois qu'en fait, on n'a pas beaucoup à perdre à ouvrir des liaisons ferroviaires, quel que soit le pays, parce que, en fait,
si on regarde un peu les recherches qui ont été faites là-dessus, la société nord-américaine, pas seulement états-unienne et une partie d'autres pays, sont rentrés en fait dans une forme de dépendance automobile parce qu'on a tout fait pour favoriser ce transport et pour faire en sorte que les autres modes de transport étaient moins pratiques à utiliser, tout simplement. Et donc effectivement, si vous faisiez le calcul financier, de praticité, de rapidité, de liberté, parce qu'on a souvent associé la voiture à la liberté, alors que le train, évidemment, c'est plus contraint, puisqu'on ne peut pas aller avec un train jusqu'à chez soi, même si on aimerait le faire, et ben, du coup, effectivement, la voiture, c'est plus facile. Ça s'impose plus facilement, en fait. Mais moi, je reste convaincue, et cet exemple que vous avez donné le montre, que plus on crée de lignes, plus on crée de possibilités de prendre le train, plus les gens prendront le train, en fait. Parce que, en fait, il n'y a pas de... Ben voilà, effectivement, ça peut être plus rapide, ça peut être aussi moins cher, avec d'autres formes de tarification. Donc c'est des choix politiques, et l'Union européenne a évidemment un rôle primordial à jouer là-dessus. Parce que si je reviens sur les États-Unis, tous les projets de grande vitesse qui existent actuellement ne sont pas menés par l'État fédéral, ne sont pas menés par Washington et par le gouvernement. Ce sont des projets menés par les États fédérés, la Californie par exemple, ou des projets privés, en Floride par exemple, ou un potentiel projet aussi au Texas. Mais ce qui est noté dans ces projets, par exemple le projet de Floride, ils ont commencé à ouvrir, alors ils ont ouvert en janvier 2020, donc ça s'est vite arrêté, c'est que ça marchait, les gens prenaient le train. En fait, le train permet d'aller de Miami à Orlando, et les gens le prenaient, et notamment des touristes, en fait, puisque c'est quand même un grand état touristique. Donc moi je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre à offrir la possibilité aux gens de prendre le train, en fait. Et à développer ces services. Alors je me tourne vers vous maintenant, parce que ça fait plus d'une heure que nous discutons tous ensemble. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités ? Allez-y et voilà, parlez bien fort. Merci. Ouais. Alors, oui, il est embryonnaire pour le moment, le projet au Texas, mais c'est intéressant comme projet parce que le Texas a fait partie des États dès les années 1980-1990 qui ont voulu développer en fait aussi des lignes et des trains à grande vitesse. Et donc là, ça se réactive en fait. Sur le cas du Texas, comme sur le cas de la Floride, moi, ce qui me pose question, c'est plutôt aussi que derrière, ce sont en fait des investisseurs privés immobiliers, en fait, qui, eux, y voient des intérêts plus immobiliers. Pour le moment, en fait, effectivement, si on regarde juste sur le tracé, ce sera entre Dallas et Houston, qui serait joignable assez rapidement, en 1h30. Donc ça serait effectivement plutôt bien dans un état où effectivement les mobilités sont fortement dominées par la voiture, mais ça c'est un peu partout aux États-Unis. Mais si on regarde ce que des acteurs privés ont fait ailleurs, par exemple en Floride, c'est que le train qui arrive à Miami, le Brightline, du coup n'est pas connecté aux autres gares en fait, par exemple les gares d'Amtrak ou au réseau urbain de Miami, parce que en fait ils l'ont fait sur les terrains que la société Brightline avait. Donc c'est un petit peu ça moi qui me pose question, c'est qu'est-ce que ces acteurs privés ont en tête derrière eux en fait. Donc à voir quand le projet ira plus loin en fait au Texas, est-ce qu'ils vont mieux le penser géographiquement en fait. Quand vous dites Charlotte, c'est des acteurs immobiliers, est-ce à dire que c'est parce qu'on voit que quand il y a l'arrivée de la grande vitesse, eh ben, il y a un boom de l'immobilier, comme on le voit d'ailleurs avec le TGV en France, ou c'est d'autres pensées business derrière? Alors, le boom immobilier, il se discute, ça dépend où on regarde. Aux États-Unis, c'est pas parce qu'il y a des trains et des gares qu'il y a un boom immobilier. En fait, c'est plutôt que là, Brightline s'inspire d'un modèle de gare japonais, en fait. C'est-à-dire que la gare, c'est pas qu'une infrastructure de transport, c'est des logements, c'est des bureaux, c'est des commerces. Et en fait, eux, effectivement, le projet a été facilité. Enfin, le projet de Floride est allé assez vite, mais parce que tout simplement, ils avaient les terrains. Du coup, ils ont construit sur leur propre terrain. Donc, c'est facile dans ce cas-là. Certains diront comme la future gare du Nord, peut-être, à Paris. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui.
L'Afrique, voilà, effectivement. Et on n'a pas parlé de l'Afrique. C'est vrai qu'à travers tout ça, alors j'ai envie de me tourner, Emmanuel, vers vous, parce que quand on parle de l'Afrique, aujourd'hui, très souvent, on en parle géopolitiquement et géoéconomiquement avec le lien avec la Chine, qui, là aussi, peut être bien présente via ces nouvelles routes de la soie, et pas que en Chine, et notamment à travers les infrastructures ferroviaires. On pense beaucoup à l'acteur chinois. Probablement que c'est pas le seul en matière d'acteurs étatiques sur ce type d'investissement, ce type de construction, d'infrastructures. Mais si on s'en tient, en tout cas pour le moins à la Chine, il est évident qu'il y a une vision dans la politique africaine de Pékin du développement du ferroviaire. Alors TGV, peut-être pas trop s'exciter, mais en tout cas du ferroviaire, oui, avec plusieurs TGV. Vous allez pouvoir me donner du lustre à ces trucs-là, mais vous avez l'exemple qui est extrêmement coûteux, qui a fait l'opération, on est filmé, enregistré, mais disons-le, de corruption phénoménale et d'une dette qui sera jamais complètement remboursable entre Djibouti et l'Éthiopie, sur le rail Est-Ouest, si vous voulez, pour rejoindre Addis Abeba, et qui, au regard de ce qui est taux de remplissage et transporter personnes ou marchandises à côté de l'autoroute, et des camions est quasi vide, enfin, en comparaison aux camions que vous avez le long de cet axe de transport. Vous avez d'autres gigantesques projets plus ou moins avancés, etc., plutôt dans la partie Afrique de l'Ouest, naturellement, et ils sont peu ou prou raccrochés, labellisés, route de la soie ou pas, puisqu'un certain nombre d'entre eux, en fait, préexistent, ou en tout cas existaient avant le lancement du fameux projet des routes de la soie. Et on arrive aujourd'hui à une remise en question de ce fameux projet, on arrive à de véritables soucis d'endettement d'un certain nombre de pays africains vis-à-vis de leurs partenaires chinois, et donc à une remise en cause en profondeur des projets en eux-mêmes et de la faisabilité des projets. Comme le port en Tanzanie, par exemple, qui a été abandonné. Hein. Alors il y a des ports, il y a des lignes ferroviaires qui sont abandonnées, des morceaux de route, des parties de villes ou d'autres secteurs, secteurs miniers, etc., etc. Enfin, finalement, c'est un petit peu congruent de la relation sino-africaine du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Il y a en ce moment une négo qui est probablement en cours dans un pays d'Afrique de l'Est qui regarde plutôt sur l'océan Indien. Mais M. Krakovic, sur le moi, je me plaçais à plus longue échéance. Je pense que, d'abord, il y a quand même deux projets. Il y a quand même un projet qui existe. Il y a quand même un TGV africain. C'est l'export de la France et une fierté d'Alstom. Qui est effectivement très français, mais qui va d'ailleurs connaître peut-être des petits prolongements. C'est Casablanca-Rabat, c'est ça aujourd'hui, cette ligne à grande vitesse. Casablanca-Rabat. Et donc, voilà, ça fonctionne très bien d'ailleurs, c'est un vrai succès. Je crois qu'il y a un projet en Égypte qui va aussi se lancer. Moi, je pense qu'il faut juste se dire, là aussi, je me place plus à longue échéance et en prenant en compte quand même, vous avez sans doute vu des ouvrages qui sont très très impressionnants sur la démographie africaine et sur le fait que le milliard d'habitants actuel pourrait être multiplié par 4 d'ici 2080, avec des pays comme le Nigeria qui feront... ou même des villes comme Lagos qui feront 80 millions d'habitants, enfin des chiffres complètement incroyables. Et moi, je me pose la question. En fait, je me pose la question à l'envers. Est-ce que la Chine peut survivre sans système ferroviaire ? Encore une fois, compte tenu de la saturation qu'elle va connaître et la congestion. Est-ce que l'Afrique, vous avez dit la Chine, voilà, mais c'est un... Donc il y a un terrain d'opportunité pour les opérateurs européens, les Français en particulier. Moi, je suis convaincu qu'il faut se poser la question. Face aux opérateurs chinois. Voilà. Mais il y a d'ailleurs un Français, mais c'est un acteur privé, qui s'est toujours passionné pour l'Afrique, c'est Vincent Bolloré, et qui avait voulu se mettre sur une boucle ferroviaire reliant. L'idée était de relier. Il a déjà une partie de cette ligne d'Abidjan à Ouagadougou et de le relier carrément jusqu'au Bénin. C'est une boucle ferroviaire qui a été, avec très rocambolesque, c'est toute une histoire, avec notamment comme concurrent la Chine, justement, puisque le régime de Patrice Talon au Bénin a privilégié la proximité avec Pékin plutôt qu'avec Vincent Bolloré. On voit que le rail se retrouve vraiment de nouveau au cœur même de ces batailles. Mais effectivement, redire que le TGV arrive en Afrique du Nord. Les prolongations possibles, ce serait vers où, sur le Rabat-Casablanca ? Il y a Mathieu qui est dans la salle qui doit savoir mieux que moi. Les prolongations au Maroc, c'est quoi, tu te souviens ? Ça reste encore un petit peu secret confidentiel. On
on enquêtera, mais effectivement, vous avez raison. Et peut-être on va recréer ces mythes. Alors c'était des mythes très coloniaux hein, quand même, mais c'était Rhodes qui imaginait ce train aller de partir du Cap au Caire, et puis le Transsaharien Express des Français hein, qui étaient là. D'autres questions? Alors si on n'a plus d'autres questions, il me reste à vous remercier évidemment toutes et tous d'avoir été avec nous. Alain Cracovitch, Charlotte Ruggieri, Emmanuel Véron, d'avoir parlé de la France, mais surtout de l'Europe, de la Chine, des États-Unis. Bref, de faire un petit tour d'horizon un petit peu mondial pour montrer que le rail se trouve vraiment aujourd'hui, évidemment, du fait de cette crise sanitaire qui, c'est peut-être un paradoxe, hein, mais en tout cas, aura relancé, remis à l'honneur le rail, parce qu'on le voit, vous me dites si je me trompe, Alain Cracovitch, mais si pour l'aérien, le retour à la normale en Europe n'est pas prévu avant 2025, pour la SNCF, vous êtes déjà quasiment à un niveau d'avant-crise de retour d'activité. Oui, alors pas tout à fait, mais effectivement, on a fait un très très bel été avec des chiffres qui nous ont surpris. On est à 12% au-delà de 2020, qui n'avait pas été si mauvais. On était entre deux confinements, on est à moins 9% par rapport à 2019. Donc effectivement, on revient. La quiétude, elle est plus sur les pros, mais les petits signaux faibles qu'on ressent ces dernières semaines sont assez positifs. Les gens ont envie de bouger, et c'est pas que les loisirs, c'est aussi les entreprises qui ont envie de se retrouver, de faire des séminaires, de faire des rencontres comme celles qu'on fait aujourd'hui. Et je suis assez optimiste, effectivement, sur le fait qu'on va vite retrouver le trafic d'avant-crise. Et le même constat se fait en Allemagne avec la Deutsche Bahn. Prochaine conférence, c'est dans un quart d'heure, même pas, ici même. Là, on parlera des nouveaux modèles, peut-être plus écologiques, plus sociaux, plus solidaires du train. On parlera ouverture à la concurrence, parce qu'on aura Christophe Anichet, de la SNCF bien sûr, mais à ses côtés Railcoop, une coopérative ferroviaire, ou encore Midnight Trains, qui imagine relancer les trains de nuit à travers l'Europe. On en parlait justement à l'instant. Donc, d'autres modèles ferroviaires, c'est à découvrir dans quelques instants ici même. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.